Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Mystic Moon. Si vous connaissez pas Mystic Moon ou si vous ne nous connaissez pas, donc Alix et moi-même Marie, je vous invite à aller revoir la vidéo de présentation qui sera par ici et qui sera en barre d'infos. C'est vrai que quand on discute de nos pratiques ésotériques avec Alix, c'est quelque chose qui revient souvent dans nos discussions, de le doute qu'on a dans les pratiques ésotériques. Donc moi en fait je pratique la Wicca et la sorcellerie. Moi je pratique le chamanisme. Et du coup, que ce soit vis-à-vis de notre entourage, que ce soit vis-à-vis de nous-mêmes, l'un envers l'autre, il peut y avoir un doute qui s'installe sur ce qu'on vit vraiment, sur ce qui se passe vraiment. On vous a aussi posé la question sur Instagram sur qu'est-ce qui vous intéressait par rapport à cette thématique. Du coup, si vous intéresse, je vous invite vraiment à nous rejoindre sur notre compte parce qu'on vous pose beaucoup de questions, on fait beaucoup de sondages pour savoir un petit peu ce vers quoi on va parce que l'objectif c'est de répondre à vos besoins. Bref, du coup, on va essayer de répondre à ces questions et puis vous parler un petit peu de nous, qu'est-ce qu'on pense de cette thématique du doute dans nos pratiques. Je vais pas nommer les personnes parce que je suis pas sûre que vous avez envie en fait d'être nommé dans cette vidéo. On va juste partir des questions. La première que je trouvais très intéressante c'était est-ce que le doute est permis dans un rituel? En fait, un rituel par exemple, ça peut être un rituel pour purifier, ça peut être un rituel pour se protéger, mais ça peut être un rituel aussi pour se défaire d'une peur, d'un obstacle, pour demander quelque chose, etc. Donc c'est pour vous resituer un petit peu de ce que peut être un rituel, où du coup on va mettre des choses en place en fait. Soit on va faire un cercle avec les éléments, on va aussi utiliser potentiellement des outils pour pouvoir créer ce rituel. Et puis aussi on va dire des choses. L'objectif c'est de dire des choses à haute voix et de manière positive pour pouvoir exprimer en fait une demande. Et c'est en ça que le doute est difficile à laisser dans ces rituels, puisque forcément le rituel va être beaucoup moins efficace. Ça veut pas dire qu'on ne doute jamais pendant un rituel, mais au moins pendant un rituel, essayer d'avoir vraiment confiance en ce qu'on fait. Et je pense que ça passe aussi par une préparation. Souvent, nous, quand on fait les sabbats et les esbats, je vais préparer quelque chose en fait et je vais le partager avec Alix avant pour lui dire voilà, on va travailler plutôt sur cette thématique parce que l'énergie de la lune est plus favorable à ça ou parce que ce sabbat-là, cette saison-là est plus favorable à ça. Par exemple, la fertilité ou se libérer de ses peurs. Et du coup, on va préparer, en fait, on va réfléchir à ce sur quoi on va travailler avant. Je pense que la partie préparation avant un rituel est importante et permet moins de laisser place au doute parce qu'il y a quelque chose de préparé et on sait ce qu'on va faire et ce vers quoi on va. Tout à fait. Je fais systématiquement une préparation avant de faire un voyage chamanique. Et en fait, ce type de préparation, pour moi, quelque part, c'est déjà un rituel. En fait, c'est quelque chose que je vais refaire, etc. C'est quelque chose que je vais préparer, qui va me permettre de faire la suite. Et en fait, le doute, en fait, va être permis, entre guillemets, sur ma pratique et sur ce que j'en retire. Par contre, ce qui va être certain, c'est que quand je vais faire mon rituel pour me préparer à mon voyage chamanique ou quoi, ça, c'est le moment où je vais définir mon intention pour mon rituel. Et là, c'est le moment où je dois être sûr. Là, c'est le moment où il n'y a pas de doute sur mon intention. Et comme ce que disait Marie, en fait, le fait de se préparer, ça permet de se dire, là, j'ai pas de doute sur comment je vais le faire, j'ai pas de doute sur comment je vais m'exprimer, en tout cas, ce que j'ai envie de dire. Après, par contre, qu'est-ce qu'on en retire, tout ça et tout, là, c'est plus difficile d'approfondir, effectivement. Mais du coup, en tout cas, le doute sur l'intention, c'est le truc à travailler en premier, parce que l'intention, en tout cas pour le chamanisme particulièrement, c'est ce qui va définir exactement le travail que vous allez mettre en place derrière. Et pas que dans le chamanisme, le pouvoir dans l'intention est très important si vous pratiquez une religion païenne comme la Wicca, l'intention dans ses prières, si vous pratiquez la sorcellerie, l'intention dans les rituels, dans les sortilèges, le pouvoir dans l'intention est hyper important et ça, c'est presque en lien avec la loi de l'attraction et c'est un sujet très très large donc on va pas l'évoquer ici parce qu'il y en aurait pour 3 heures. Mais en effet, le fait d'exprimer les choses, c'est ça aussi qui va faire qu'on l'attire, cette chose. Donc ouais, le pouvoir dans l'intention est très fort dans toutes les pratiques ésotériques, je pense, pour le coup. Ce qui est intéressant de voir quand même avec le doute, c'est que effectivement on doute beaucoup sur nous, en fait, sur notre pratique, sur qu'est-ce que ça nous apporte, sur toutes ces questions-là. Mais par exemple, je suis allé voir un chaman pour faire un soin chamanique. Et en fait, même là,
j'ai douté. C'est-à-dire que c'est quelqu'un pour qui, lui, sa pratique ne fait pas de doute, il sait ce qu'il peut apporter, il sait ce genre de choses, mais même là, moi, je me suis quand même mis à douter. C'est intéressant de voir que du coup, le doute, il est très personnel, en fait, finalement. Même si on le relie aussi avec les autres doutes de nous, ce genre de choses ou quoi, finalement, la partie du doute, elle est vraiment à l'intérieur de nous, que ce soit pour notre pratique ou pour celle des autres, c'est vraiment quelque chose d'intérieur, quoi. Et que du coup, il faut l'analyser, il faut le comprendre et il faut réussir à le dépasser potentiellement. Alors, le doute est sain aussi, hein. Faut pas croire qu'il ne faut jamais douter. Moi, je pense que c'est quelque chose de très sain parce que ça nous permet de nous remettre en question, ça nous permet de nous poser les bonnes questions, ça nous permet de pas partir tête baissée sans réfléchir et que le doute est quand même intéressant. Par contre, il faut pas qu'il soit polluant non plus et que ça nous empêche d'avancer, quoi. Et trouver l'équilibre entre ces deux-là, c'est là que c'est difficile. Et certaines personnes vont vous dire qu'il ne faut pas douter jamais pour pouvoir vraiment avancer dans sa pratique. Peut-être qu'ils ont raison. Nous, en tout cas, on est encore dans cette phase où on a besoin du doute pour se rassurer, bizarrement. S'assurer, en tout cas, qu'on ne part pas dans tous les sens. Et qu'on garde aussi parfois les pieds sur terre. Effectivement, en fait, c'est que finalement, se poser la question du doute, est-ce que ce rituel il a du sens pour moi, ou ce genre de choses ou quoi, c'est un doute qui est une question qu'on peut se poser. Par contre, au moment si on se dit d'accord, bon alors je fais ce rituel pour essayer, par contre au moment où on fait le rituel, là c'est un moment où il faut le faire sans doute. Et en fait justement, d'avoir du doute c'est important, comme dit Marie, parce qu'il faut quand même de temps en temps se remettre en question ou quoi, on peut pas tout accepter en bloc et puis terminer, c'est pas possible. Ça marche pas, en tout cas ça marchera pas personnellement pour sentir qu'est-ce qui fait sens pour soi, donc il faut bien d'avoir ce doute, c'est sain. Mais en même temps, il ne faut pas douter de tout systématiquement. Il y avait une question qui est très intéressante, qui n'était pas liée au doute directement, mais finalement je trouve que un peu quand même, c'était est-ce que je dois en parler autour de moi? Et en fait, forcément, du coup, quand on doit en parler à son entourage, ça nous ramène au doute qu'on a nous-mêmes sur notre propre pratique. Et sur le fait, est-ce que ce qu'on fait, c'est cohérent, c'est bien, c'est réel, c'est pertinent, et du coup, est-ce qu'on peut en parler à son entourage ou pas? En fait, je pense qu'il n'y a pas de réponse toute faite à vous donner sur est-ce que vous devez en parler ou pas, c'est très personnel. Je pense que ça dépend vachement de notre entourage. On a juste dit, aujourd'hui, on s'intéresse à ça, on explore ça, ça fait partie de notre vie. C'est à peu près ce qu'on a dit. Oui, tout à fait. Tout à fait. On n'a pas cherché à remettre en question les valeurs des autres ou à leur dire ce qu'on fait c'est bien, c'est comme ça qu'il faut vivre. Du coup, bah déjà on n'était pas dans un débat de valeurs ou un débat d'idées. On l'a jamais été sur ce sujet-là. C'est plutôt soit les gens sont un peu curieux, soit ils laissent de côté. À partir du moment où on se retrouve sur des sujets où on est un peu hors norme, on va dire, c'est assez fréquent de se retrouver avec quelqu'un qui va poser des questions en essayant de chercher la petite bête ou ce genre de choses et tout ça. Faut pas s'alarmer au genre de truc. En fait, simplement, faut comprendre juste si ce débat-là, il fait du sens ou pas. Si la personne en face, elle cherche juste à démonter le truc, ça n'a pas franchement d'intérêt d'aller plus loin parce que son intérêt, c'est même pas d'essayer de comprendre ou quoi, c'est juste essayer de montrer que finalement, ce que vous faites, c'est pas juste pour lui. Comme c'est quelque chose qui est un peu hors norme, ou qui en tout cas qui est pas facile d'être accepté globalement ou pas connu ou ce genre de choses, bah c'est difficile de sentir d'avoir du soutien en fait. Et du coup, ça rejoint un peu le doute, hein, parce que du coup, se sentir tout seul sur un truc, c'est quand même beaucoup plus facile de douter que quand on est en groupe, par exemple. Du coup, par rapport à ce point-là, ça peut arriver qu'on soit dans des cas où on n'a pas quelqu'un dans notre entourage proche à qui on peut partager ce genre de choses. Dans ce cas-là, moi, je vous invite, en tout cas dans ma pratique chamanique, il y en a, je vous invite à essayer de trouver des rituels qui permettent de se connecter à des groupes en fait. Déjà de faire de la pratique en groupe si vous pouvez, ça c'est sûr et certain que c'est vraiment une bonne chose. Il y a un rituel de je me rends dans une pyramide sacrée et là-dedans on est un grand cercle de personnes où on fait tous une chose, etc. Tout ça. Et ça c'est quelque chose que je sais qu'on est plusieurs à le partager, ce rituel-là. Et quelque part on crée une espèce d'endroit qui est hors espace-temps, où on se retrouve et on partage des choses, on se soutient. Et ce genre de pratique-là, je trouve, c'est vraiment important, en fait, pour se sentir et soutenu, et justement, ça permet quelque part d'en partager un peu une partie avec d'autres personnes. Si vous faites des pratiques de Wicca ou de sorcellerie, ça peut être aussi le cas de se sentir connecté aux autres, puisqu'en plus, là, l'espace-temps, il est clair, dans le sens où, un soir de pleine lune, vous savez qu'il y a plein d'autres païens qui vont fêter la pleine lune, un soir de sabbat aussi.
Donc déjà dans ces moments-là, vous pouvez vous sentir assez connecté aussi. Une question très 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 intéressante. En fait, cette question, je l'ai partagée avec Alix hier. On a essayé d'en discuter un petit peu avant de faire cette vidéo. Et c'est vraiment pas facile. Comment savoir si on a des dons ou des capacités? En fait, nous, quand on discute entre nous, on a beaucoup de doutes sur les expériences qu'on vit. Et d'autant plus que la pratique ésotérique passe par un apprentissage auprès de personnes via des formations ou dans des lectures. Et très souvent, les personnes qui sont connues, qui sont mises en avant sur ces sujets-là, et qui vont s'exprimer dans des livres, c'est des personnes qui ont vécu des expériences vraiment transformantes et assez extraordinaires. Et du coup, c'est hyper riche d'apprendre de ces gens-là, mais du coup, on a tendance à se comparer à ces personnes-là. Et c'est là où le doute va s'installer très facilement. Parce que du coup, c'est des personnes, comme je disais, qui ont vécu des expériences extraordinaires. Par exemple, au Wicca, des personnes qui vont être connectées à des divinités, comme ça, en un rituel du jour au lendemain, ou des personnes où leurs guides vont leur parler très distinctement, avec qui ils vont pouvoir avoir des conversations très facilement. En chamanisme, il y en a aussi. Oui, en chamanisme, il y a eu une personne, par exemple, qui a fait un reportage sur les chamans, et en fait, elle devait filmer un rituel chamanique, et pendant le rituel, elle a eu elle a eu une transe chamanique non contrôlée, forte. Et du coup, c'est des personnes qui, ça leur tombe dessus un peu, en fait, et c'est en ça que ça en fait quelque chose d'extraordinaire, c'est que c'est des personnes qui ce qu'elles ont vécu, la plupart des autres personnes vont mettre des années à arriver à atteindre des états comme ils ont, ou des communications comme ils ont, voire peut-être jamais autant que ça, quoi. Mhm. Et c'est là que du coup, nous, on va se dire, moi je suis pas Wicca, ou moi je suis pas chaman, ou en tout cas, ça n'a pas de sens que j'ai ce genre de pratique, puisque j'ai pas ce don du ciel un peu qui me suis tombé dessus comme ça du jour au lendemain. Du coup, à la réponse, comment on sait si on a des dons et des capacités, déjà ne pas se comparer à ces exemples-là, parce qu'ils sont très rares, c'est pas représentatif du tout, quoi. Non. Et dites-vous quand même une chose qui est vraiment importante, c'est que ces gens-là, même s'ils ont vécu des choses très impressionnantes ou que ça leur est tombé dessus du jour au lendemain et que pouf, c'était réglé, ou ce genre de choses, ces gens-là, ils continuent de travailler derrière, ils continuent d'approfondir, ils continuent d'apprendre. C'est pas arrivé du jour au lendemain et pif, c'est fini, c'est bon, c'est réglé. C'est tout à fait quelque chose de commun, hein, de vouloir se dire, ouais, mais lui il fait mieux, lui il a mieux, et moi j'aimerais bien faire ça, avoir ça, et ce genre de choses. Mais concrètement, en fait, ce qui est important, c'est est-ce que votre pratique, elle fait du sens pour vous, en fait. Du coup, il faut être vraiment clair dans sa pratique, à savoir, comme tu disais, ce qui fait vraiment sens pour nous et ce qui a vraiment un intérêt. De continuer à explorer, toujours explorer, et pas s'enfermer. Et de rester attentif. Parce que du coup, comme la plupart des gens n'auront pas quelque chose de fulgurant, ça va être des petits signes, ça va être des petites choses du quotidien qu'il va falloir aller détecter et sur lesquelles il va pas falloir douter. Et ça aussi, c'est difficile. Parce que justement, c'est pas fulgurant. Ouais. Comme c'est pas mon guide qui se pose devant moi et qui me délivre un message que j'entends clairement, du coup, ces signes-là, comme ils vont être beaucoup plus petits dans le quotidien, soit via un tirage de cartes, soit une affiche qu'on croise dans la rue qui répond à une question, soit une rencontre. Parfois, on va les remettre en question, parce que du coup, c'est pas fulgurant. Donc, il faut avoir une certaine confiance en soi et en sa pratique pour pouvoir aller repérer tous ces signes. Ce que dit Maurice, c'est très intéressant en fait sur le fait que justement on a été habitué, en tout cas dans notre société occidentale, à toujours plus, à que des trucs qui sont explosifs, à des trucs complètement visuels, etc. Donc c'est justement c'est ne pas s'attacher à des trucs trop gros non plus. La question du don est pas tellement importante dans le sens où de toute façon, faites vos expériences, regardez ce que vous pouvez en retirer et de toute façon c'est votre expérience, vous l'avez vécue. On a une autre question que je trouvais très intéressante par rapport à la thématique du doute, c'était comment je sais que je suis une sorcière. Et ça va pour moi avec la thématique du doute parce que ça vient
remettre en question ce qu'on est ou ce qu'on n'est pas. Est-ce que j'ai le tampon sorcière ou pas qui me permet de pratiquer la sorcellerie ou la Wicca ou d'autres pratiques ésotériques. L'archétype de la sorcière a beaucoup évolué dans nos sociétés par rapport à l'histoire et on va pas revenir là-dessus parce que ça serait très très long. Et je pense qu'il y a 1 milliard de définitions possibles à donner à ce que c'est une sorcière par rapport à la figure de la femme dans la société, par rapport aux pratiques ésotériques, donc à la sorcellerie ou à la Wicca. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de réponse parfaite à donner sur qu'est-ce que c'est une sorcière et du coup, est-ce que tu es une sorcière ou pas. Et c'est ça qui est chouette aussi parce que ça veut dire que tout le monde peut aller s'approprier ces archétypes, tout le monde peut aller s'approprier ces pratiques-là. C'est en ça que l'ésotérisme est passionnant, c'est en ça aussi que c'est très compliqué parce que pour se retrouver là-dedans, c'est pas simple et c'était ça aussi l'essence même de Mystic Moon, hein. C'est d'essayer de vous accompagner là-dedans. D'ailleurs, on pourrait aussi se poser la même question sur est-ce que Alix est chaman ou pas. Ça aussi, c'est une question qu'on débat beaucoup entre nous. Parce que, en fait, il y en a qui vont te dire dans certaines branches que c'est ça être chaman et d'autres qui vont te dire c'est ça. Donc, en fait, ce qui compte, c'est toi, comment tu te sens par rapport à ça et qu'est-ce qui définit la sorcière pour toi et qu'est-ce qui fait que c'est ça qui t'intéresse. Si je prends un exemple, moi, l'archétype de la sorcière, ce qui m'intéresse, c'est sa place dans la société qu'elle a. C'est le fait qu'elle ait une place clé dans la société, qu'elle est complètement connectée à son féminin, à sa féminité, à sa sexualité, et qu'elle est complètement connectée à la nature, aux différentes énergies, et que c'est ça qui va lui permettre, en fait, de s'aider et d'aider les autres. Ça, c'est ce qui me paraît, pour moi, c'est très personnel, hein, et c'est ce qui me paraît le plus beau et le plus important dans la figure de la sorcière. Et du coup, c'est ce vers quoi je vais. Alors, est-ce que je suis une sorcière ou pas ? Je sais pas. Et d'ailleurs, est-ce que je suis Wicca ou pas ? Je ne sais pas. Ce qui compte, c'est ce que moi je ressens en fait. Et toi, qu'est-ce que tu ressens ? Vous, qu'est-ce que vous ressentez par rapport à ça ? Aussi, c'est de se créer sa propre pratique et son propre chemin. Peu importe que tu l'appelles sorcière ou pas, ça peut être mixé. Par exemple, moi, je m'intéresse autant à la Wicca qu'à certaines pratiques de la sorcellerie. Je m'intéresse aussi au druidisme. Et voilà, et je fais un mix de tout ça, et peut-être que ça répond pas à la définition de certaines personnes, mais moi, c'est ce qui me permet d'être épanouie et en harmonie avec moi et les autres, et j'ai envie de dire, c'est le principal. Et globalement, pour finir sur une phrase, il n'y aura pas deux sorcières pareilles, comme il n'y aura pas deux chamans pareils. Du coup, cette question-là, elle est complètement personnelle finalement. Donc on ne peut pas vraiment donner une réponse précise sur un point comme ça. Et du coup, c'est en ça qu'on voulait parler du doute, c'est parce que le doute est partout dans les pratiques ésotériques. Qu'est-ce que c'est un chaman ? Qu'est-ce que c'est une sorcière ? Est-ce que j'ai des dons ou pas ? Est-ce que c'est nécessaire d'avoir des dons incroyables pour pratiquer ? Est-ce que ce que je fais c'est fou ou pas ? On va finir avec une dernière question. Comment on pratiquait ensemble ? Est-ce qu'on pratiquait ensemble ? Sachant que du coup, comme vous avez compris, on n'a pas les mêmes pratiques de base. En gros, comment ça se passe. Donc déjà, pour ceux qui l'auraient pas compris, Alix et moi, on est mari et femme. On vit ensemble depuis presque 9 ans maintenant. Et du coup, moi, je pratique plutôt Wicca et sorcellerie, et Alix plutôt chamanisme. C'est vrai qu'on n'est pas tout à fait sur les mêmes types de pratiques, mais globalement, quand on s'intéresse un peu à différents sujets ésotériques, il y a quand même des idées communes, quelques troncs communs en fait, qui sont partagés par différentes pratiques, notamment celles qu'on a nous. Ce qui fait que du coup, on a effectivement chacun une part de pratique personnelle. De toute façon, ça, quelle que soit la pratique que vous allez choisir, en fait, il y aura de toute façon une partie de pratique personnelle qui sera importante. Le travail en groupe, c'est très important également. Du coup, on essaye de se retrouver justement sur voir qu'est-ce qui fait sens comme pratique pour nous deux, qu'est-ce qu'on peut justement faire tous les deux ensemble comme pratique où on va pouvoir en retirer quelque chose tous les deux et où le partage fait du sens pour nous deux. Du coup, Alix n'est pas Wicca, n'est pas sorcier. Païen, je sais pas. Non, je me définis pas trop suivant des étiquettes ou ce genre de choses, en fait. Du coup, je saurais pas dire exactement si je me sens païen ou pas païen, ou si je suis pratiquant païen ou pas pratiquant païen. En fait, je sais pas s'il est croyant païen, mais en tout cas, il est pratiquant, puisqu'on célèbre ensemble la roue de l'année. Ça, c'était vraiment important. Donc au début, moi, je lui ai vraiment laissé le choix. Hein. Je lui ai pas dit qu'il fallait qu'il célèbre avec moi. C'est toi, en fait, quand j'en ai parlé, de dire... à partir de maintenant, j'ai envie de célébrer les sabbats de la roue de l'année. Il m'a dit, moi je suis intéressée.
on s'est dit ok, on fait un premier test ensemble. Enfin, je pense que tu as retiré quelque chose, quoi. Ouais. Et du coup, depuis, on célèbre tous les sabbats ensemble. Et après, les esbats aussi, donc les pleines lunes également. Les nouvelles lunes et les pleines lunes, on les célèbre ensemble. Donc du coup, c'est hyper intéressant parce que, comme il dit, il se considère pas forcément comme païen, mais il va aller retrouver des pratiques païennes qui va l'enrichir dans son quotidien, et peut-être même dans ta pratique chamanique aussi. Et donc voilà, ça c'est vraiment le tronc commun qu'on a ensemble. Le fait d'avoir un autel à la maison aussi, c'est quelque chose qu'on a de commun. Alors on va pas prier les mêmes choses, on va pas faire des offrandes pour les mêmes choses, mais on a un autel qu'on partage avec lequel on pratique. Au début, je me suis posé la question de me dire, bah attends, si t'es pas wicca ou si t'es pas païen, est-ce qu'entre guillemets t'as le droit de fêter les sabbats, quoi? Parce que il y a un aspect respect en fait du rituel qui était très important pour moi. Et en fait, quand j'ai compris qu'Alix c'était vraiment dans le respect de ça et dans l'envie de ça et de le vivre, je me suis dit, bon, on s'en fout qu'il ait l'étiquette païen ou pas, finalement, il le vit, il le respecte et ça lui apporte beaucoup et c'est le principal, quoi. Tout à fait. Mais d'ailleurs, ça va revenir un peu sur un point qui a déjà été évoqué dans cette vidéo, mais ce qui compte finalement, c'est l'intention. Et en fait, comme l'intention du rituel a été définie à l'avance, on sait pourquoi on va faire ce rituel-là. Si tous les deux, on vient faire ce rituel avec la même intention et avec le même respect, que finalement la pratique, on n'est pas exactement la même ou ce genre de choses, c'est pas tellement grave en fait. C'est-à-dire qu'on va venir tous les deux, se recueillir un moment, venir avec une intention qui est définie et qui est la même pour les deux, et après le détail final n'est pas, c'est pas la grosse partie du rituel en fait. On essaye de s'entraider aussi dans nos pratiques, de pratiquer l'un sur l'autre, quoi. Donc ça fait partie aussi de notre quotidien. Voilà, on a beaucoup dévié dans cette vidéo, on l'a pas préparée, en fait je voulais pas la préparer parce que j'avais envie qu'on soit dans la discussion et qu'on voit un petit peu ce qui sort par rapport à cette thématique du doute. Je sais pas si on aura vraiment apporté des réponses claires et concises, plutôt des pistes de réflexion, parce qu'en fait je pense que nous-mêmes on n'a pas de réponse claire et concise en nous, quoi. On n'a pas ces réponses-là aujourd'hui, mais c'est une thématique qui nous paraît juste essentielle dans l'ésotérisme parce que on doute des autres, on doute de soi-même, les autres doutent de nous. On doute de notre foi, de nos croyances, de l'intérêt, de l'impact, et ça au quotidien. Et je pense qu'il faut au début apprendre à vivre avec ce doute parce qu'il sera présent. Et avec le temps, il faut réussir à le dépasser. Et je pense que le doute, la folie, la peur, ces trois thématiques qui vont ensemble, quoi. Il faut réussir à dépasser ces peurs, il faut réussir à accepter cette folie. C'est un travail de tous les jours et surtout, faut pas s'enfermer dans des cases de j'ai pas ce don extraordinaire, j'ai pas l'étiquette chaman ou j'ai pas l'étiquette sorcière. Ça n'empêche pas de vivre des expériences, elles, qui sont extraordinaires et incroyables, et ça n'empêche pas d'être épanoui dans sa pratique. Donc on a parlé de plein de choses différentes. S'il y a une thématique en particulier qui vous intéressait et que vous avez envie qu'on la développe, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, comme ça on ira un petit peu plus loin sur ce sujet. Sachez qu'aussi il y a des rituels pendant des sabbats, des espaces, si vous êtes païen, qui peuvent vous aider à outrepasser ces peurs, ces obstacles, ces doutes, et pour être plus confiant dans votre pratique. Donc n'hésitez pas aussi à travailler sur le doute dans votre pratique, ça peut être très intéressant. Et puis on se retrouve bientôt sur Mystic Moon, en vidéo, en article, peu importe. À bientôt sur Mystic Moon.